En Tunisie, le parti du finaliste à la présidentielle Nabil Karoui, incarcéré, et son principal rival, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, ont tous deux assuré avoir remporté les législatives de dimanche. Au Zimbabwe, les autorités ont annoncé une augmentation de plus de 25% du prix des carburants, une énième hausse des prix à la pompe depuis le début de l'année dans ce pays confronté à une profonde crise économique. Et puis, parcourir 500 km à pied pour interpeller les autorités sur l'état désastreux de l'école de son village, c'est possible. C'est un défi que vient de relever un jeune enseignant déterminé à faire bouger les lignes au Mali. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Tunisie, le parti du finaliste à la présidentielle Nabil Karoui, incarcéré depuis août, et son principal rival, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, ont tous deux assuré avoir remporté le plus grand nombre de sièges lors des législatives de dimanche. Ils étaient 7 millions de Tunisiens convoqués aux urnes pour élire leurs 217 députés lors de ce scrutin. Sans donner de chiffres, le parti du finaliste à la présidentielle Nabil Karoui, Kalb Tounes, a assuré être arrivé en tête du scrutin selon les résultats préliminaires recensés dans les bureaux de vote. Son principal rival Ennahda, donné au coude à coude avec Kalb Tounes, dont les sondages officieux ce dimanche a également assuré lors d'un point de presse au siège du parti, avoir engrangé le plus grand nombre de voix. Deux sondages publiés après la fermeture des bureaux de vote par des instituts tunisiens ont donné Ennahda en tête avec 40 sièges sur 217. Il donne Kalb Tounes, le parti de Nabil Karoui, en deuxième position avec 35 sièges selon le sondage Emerald et 33 pour le sondage Sigma. Le mouvement Karama de l'avocat islamiste populiste Sefdin Maklouf est crédité de 17 à 18 sièges et quasiment toutes les autres listes sont en deçà. Si ces sondages se confirmaient, le Parlement serait extrêmement morcelé entre des partis peu enclins à négocier après une campagne à couteau tiré. Les députés élus devront à l'arrivée former des alliances afin de dégager une majorité autour d'un gouvernement. Ils étaient 7 millions de Tunisiens convoqués aux urnes pour élire leurs 217 députés. Les Tunisiens ont donc voté ce dimanche sans un véritable enthousiasme pour élire un Parlement qui s'annonce éclaté en une multitude de formations, la plupart novices, ce qui augure de négociations houleuses pour former le prochain gouvernement. 7 millions de Tunisiens étaient appelés ce dimanche à élire leurs 217 députés. À l'issue de ce scrutin, le président de la commission électorale, Nabil Bafoun, a annoncé que la participation aux élections législatives de ce dimanche, les troisièmes depuis la révolution de 2011, atteint 41,32%, en forte baisse par rapport à 2014, mais dit respecter le choix des électeurs. Nous sommes encore dans une transition démocratique et on constate qu'il y a un excès. Aujourd'hui, en Tunisie, cela fait 2 ou 3 mois que l'on parle élection. Nous considérons que le pourcentage pouvait être plus élevé que cela, mais c'est quand même le choix des électeurs tunisiens et nous le respectons. Nous considérons ce pourcentage de 41% comme acceptable finalement. Deux partis rivaux, Ennahda et la formation du finaliste à la présidentielle incarcéré Nabil Karoui, ont tous deux assuré être arrivés en tête des législatives de ce dimanche, qui devra déboucher sur un parlement fragmenté en de nombreux petits blocs qui devront former des alliances pour choisir un gouvernement. Les résultats préliminaires sont attendus mercredi, a indiqué l'instance en charge des élections. Mais si ces sondages se confirment, Ennahda a encore perdu du terrain et la nouvelle assemblée s'annonce morcelée entre des partis hétéroclites, peu enclins à négocier après une campagne à couteau tiré. Quel que soit le gagnant, il lui sera difficile de rassembler une majorité. Contrairement à 2014, lorsque le Parlement s'était retrouvé partagé entre un parti présenté comme sécuraliste, Nidatoun, et Ennahda, qui détenaient à eux deux une large majorité et s'étaient rapidement alliés.
Et toujours dans le même registre, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, Fabio Massimo Castaldo, a confirmé le bon déroulement des élections législatives en Tunisie. Ce scrutin s'est, selon lui, déroulé dans un climat paisible et très calme. Des votes, on a observé des procédures très bien respectées, donc ainsi un climat paisible, très calme et avec une bonne application professionnelle des règles par les teams et par les équipes de bureau des votes. Et seulement dans les 5% des cas dans notre observation, on a vu des longues files d'attente à l'extérieur des bureaux des votes. On a un peu le sentiment que le changement de calendrier dû à la mort, l'événement triste de la mort de M. Sepsi n'a pas facilité vraiment peut-être la compréhension des procédures par les électeurs, vu que l'une élection est empironnée sur l'autre. Mais sur le plan technique, je dois vraiment féliciter l'ISI pour tous les efforts qu'ils ont faits pour mener à bien et pour respecter les temps des élections. Autre actualité dans cette édition, à 6 mois de la prochaine élection présidentielle au Togo, le parti Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement de l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome a fait sa rentrée politique. Possibilité d'avoir l'alternance au sommet de l'État en 2020 et le bilan de la participation du parti aux dernières élections sont les principaux sujets abordés par les membres de cette formation politique. On fait le point avec Ferdinand Gadé. L'alternance au sommet de l'État togolais à l'issue des élections présidentielles de 2020 est possible si l'opposition républicaine s'aligne derrière la stratégie que propose le parti Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MPDD, selon son président national, l'ancien Premier ministre Kodjo Agbeyome, lors de la rentrée politique de cette formation politique de l'opposition. Nous disons prospérité partagée pour tous. Et pour cela, il faut que toute l'opposition, à travers une cellule stratégique républicaine, réfléchisse en termes de vision sur quelle offre politique qui va remobiliser nos populations, sur quelle stratégie politique qui va nous permettre, la CENI a mis l'accélérateur avec les canaux internationaux, comment réguler un peu les choses pour qu'il y ait une transparence électorale, sur comment ensemble nous allons porter le message qui va permettre à ce que les uns et les autres se retrouvent pour que 2020, la personne à même d'offrir cette gouvernance plurielle, comme l'a dit le président national du MPDD, M. Agbeyome Kodjo, que 2020 ne sera qu'une transition si ce pouvoir part. Le bilan de la participation du MPDD aux élections législatives et communales a été fait aux militants avec la présentation des 2 députés et des 25 conseillers communaux du parti élu. Signalons que les premières élections présidentielles après les réformes du mode de scrutin qui est désormais 2 tours et la limitation du nombre de mandats à 2 vont se dérouler au premier trimestre de l'année 2020. Au Zimbabwe, les autorités ont annoncé une augmentation de plus de 25% du prix des carburants, une énième hausse des prix à la pompe depuis le début de l'année dans ce pays, confronté à une crise économique catastrophique et une inflation galopante. Les détails. Dans un communiqué publié dimanche, l'agence zimbabwéenne de régulation de l'énergie a indiqué que le litre de diesel passe avec effet immédiat à 15,64 $ zimbabwéens et celui de l'essence à 14,97 $ zimbabwéens. Une énième hausse des prix à la pompe depuis le début de l'année dans ce pays. En janvier, le gouvernement avait déjà quasiment triplé les prix des carburants, une hausse ensuite suivie d'augmentations régulières. L'annonce du mois de janvier avait provoqué un mouvement de contestation violemment réprimé par les forces de sécurité. Au moins 17 personnes en son temps avaient été tuées et des dizaines blessées quand l'armée avait tiré sur les manifestants. Avec ces nouvelles augmentations, un plein de carburant représente désormais plus du salaire mensuel d'un cuisinier ou d'un agent d'entretien et près de la moitié du salaire d'un médecin du secteur public. Réagissant dimanche sur son compte Twitter, le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC, a estimé qu'à travers cette nouvelle hausse des prix, le gouvernement ajoute encore plus de détresse au quotidien des Zimbabwéens qui souffrent déjà. Depuis près de 2 décennies, le Zimbabwe est empêtré dans une crise économique et financière. Ruiné par le chômage de masse et la dévaluation de sa devise,
le pays manque d'argent liquide, d'essence, d'électricité et d'eau pendant que l'inflation s'envole. En bref, au Mali, les cœurs de 2 soldats maliens morts dans la récente attaque du camp de Bolkessi, dans le centre du pays, ont été découverts, ce qui porte à 40 le nombre de militaires tués au cours des 2 attaques menées par des djihadistes le 30 septembre et le 1er octobre à Bolkessi et Mandoro, près de la frontière du Burkina Faso. Durant ces attaques, l'armée malienne a essuyé ses plus lourdes pertes depuis des années. Alors que le bilan continue de monter, un casque bleu a été tué et 5 autres blessés hier dimanche dans 2 attaques contre la MINUSMA près d'Aguelok et dans les environs de Bandia-Gara. Parcourir 500 km à pied à travers le Mali pour interpeller les autorités sur l'état désastreux de l'école de son village, c'est le défi que vient de relever un enseignant de collège d'une trentaine d'années. Tiekoro Dabo, c'est son nom, est déterminé à faire bouger les lignes. Reportage. À travers brousse, comme sur le goudron chaud de la route, sous le soleil comme sous la pluie, Tiekoro Dabo a marché pendant 12 jours, du 18 au 30 septembre, en pleine période de rentrée scolaire de la région de Kayes, près de la frontière sénégalaise, où il a passé ses vacances jusqu'à Bamako. Hébergé temporairement chez un ami dans la capitale, le jeune homme montre à qui veut les voir de grandes photos imprimées de l'école de son village natal de Nahandi, où il a passé son collège et lycée. Toit défoncé, maintenu par une fourche en bois et mur inexistant, remplacé par la paille. Le but, c'était la reconstruction de l'école de Nahandi, mon village, là où j'ai fait mon cycle fondamental. Parce que depuis des années, l'école traverse une sérieuse crise. Et pour cela, moi, en tant que citoyen, en tant que digne fils de la localité et du Mali, en général, je me sens interpellé. En tant qu'enseignant, je me sens interpellé. Parce que l'éducation, c'est non seulement un droit, mais aussi un devoir. J'ai préparé ça de mon propre fond, parce que je sais que je dois contribuer pour ce pays-là. Je dois contribuer pour ces enfants-là. Alors, quand j'ai démarré le premier jour, j'ai rencontré pas mal de péripéties, pas mal d'hostilités sur la route. Parce que j'ai été au premier départ. Au départ même abattu fortement par la pluie ces jours-là. Mais j'étais tellement déterminé dans la tête que je ne voulais pas arrêter. Je voulais continuer parce que je pensais toujours à ces enfants-là qui sont dans des conditions très misérables. Vraiment, il fallait partir. À son arrivée à Bamako, il a été reçu au ministère de l'Éducation où, dit-il, on lui a promis de reconstruire l'école de son village courant 2021. En attendant, Tiekoro Dabo ne va pas retourner dans l'immédiat dans sa région du sud-ouest. Il va rejoindre Massina, où il a été affecté il y a 1 an, au cœur de la région du centre du pays, où les violences attribuées tant au groupe djihadiste qu'à des milices d'autodéfense ont fait des centaines de morts depuis 2015. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.